Comme Taine, Zola opère selon des équations fixes. Il conçoit le déterminisme selon la trilogie de la race, du moment et du milieu. Si les Rougon-Macquart se veulent l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, c'est que le même patrimoine héréditaire a des conséquences très différentes suivant le moment historique et le milieu social. Là, il fera les mystiques, ailleurs les amoureuses, hier il aurait fait les croisés, il fait aujourd'hui les chevaliers d'industrie. Les sciences humaines s'engrènent donc sur la biologie pour créer une formidable arborescence littéraire. Il y a dans l'arbre de l'histoire pure, écrit Zola, des études sociales, de simples études humaines, de la fantaisie, du vulgaire et du sublime, le torrent même de la vie, charriant sans fin l'humanité. Les romans d'histoire pure racontent le Second Empire. Les Rougon-Macquart, qui s'ouvrent sur le coup d'État de 1851 dans La fortune des Rougon, se referment sur la guerre de 1870 et sur la semaine sanglante dans la débâcle. Mais l'histoire ne se réduit pas à l'histoire événementielle pour Zola. Elle est indissociable de l'histoire économique et sociale qui la sous-tend. Les études sociales se déploient donc à partir de l'histoire pure. Parti du peuple, les Rougon-Macquart irradient dans tous les milieux sous la poussée de l'élan révolutionnaire qui a jeté toutes les classes dans la course aux jouissances. La branche légitime des Rougon, la moins tarée et la plus coquine, connaîtra une ascension rapide. On y trouve les parvenus de la curée, les banquiers de l'argent, et même un ministre, son Excellence Eugène Rougon. La branche bâtarde, spoliée de l'héritage d'Adélaïde, gardera ses attaches populaires avec les ouvriers de l'Assommoir et de Germinal, les paysans de la terre, les soldats de la débâcle et les petits commerçants du ventre de Paris. Lorsque les deux branches se mêlent par mariage, elles accèdent à la petite bourgeoisie de Pobouille ou au grand commerce du bonheur des dames. Mais, tel le furet des jeux d'enfants, qui passent cachés de main en main pour brusquement reparaître, la tare héréditaire refait périodiquement surface dans chaque lignée. Elle détermine à la fois les névroses individuelles et les pathologies sociales. C'est pourquoi Zola explore un monde à part, celui de la prostitution avec Nana, celui du crime avec la bête humaine, celui de la prêtrise avec la faute, celui de la création artistique avec l'œuvre. Zola parcourt ainsi tout l'espace social à travers ses personnages en explorant l'influence du milieu sur leur tempérament. C'est pourquoi ces études sociales sont aussi de simples études humaines. Car la psychologie ne dépend pas seulement du corps, comme nous l'avons montré tout à l'heure. Elle est aussi une variable sociologique pour Zola. Les larmes qu'on pleure en bas ne sont pas celles qu'on pleure en haut, écrivait fort justement les Goncourt. Prenons l'héroïne d'une page d'amour, par exemple. La fêlure l'a épargnée. C'est une jeune veuve, une petite bourgeoise qui vit de ses rentes. Si elle traverse toutes les époques de l'amour définies par Stendhal, la pudeur et les émois de la première rencontre, les plaisirs de la rêverie autour de l'être aimé, les charmes et les doutes de l'attente, la cristallisation de la passion, c'est que ces lectures l'ont initiée aux subtilités de la psychologie et qu'elle a le loisir de s'analyser. Ces longues rêveries romantiques devant le panorama de Paris sont parfaitement justifiées. De même, les angoisses de mort de Lazare dans La joie de vivre, ses ruminations pessimistes et ses enthousiasmes sont bien ceux d'un jeune intellectuel de province. À l'inverse, les hommes et les femmes du peuple, qui vivent dans la promiscuité de leur taudis et qui se perdent dans l'anonymat de la foule, peuvent à peine dire « je ». La conscience de Gervaise, hébétée de faim et d'alcool, est une conscience vague dont la première personne est pratiquement absente. Ah oui, Gervaise avait fini sa journée. Elle pouvait se coucher là et crever, car le travail ne voulait plus d'elle, et elle avait assez peiné dans son existence pour dire « à qui le tour ? Moi, j'en ai ma claque ». Zola n'écrit pas « Gervaise pensait qu'elle avait fini sa journée » ou « j'ai fini ma journée », pensait Gervaise, comme l'aurait fait Balzac.
il dissout le moi de son personnage dans une troisième personne indistincte grâce au style indirect libre. Mes personnages pensent autant qu'ils doivent penser, autant que l'on pense dans la vie courante, écrit Zola. Toute la querelle vient de l'importance spiritualiste que vous donnez à la fameuse psychologie, à l'étude de l'âme prise à part. Je ne la prends pas à part, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je n'ai point de psychologie. Moi, je soutiens que j'ai ma psychologie, celle que j'ai voulu avoir, celle de l'âme rendue à son rôle dans le vaste monde, redevenue la vie, se manifestant par tous les actes de la matière. Reste dans l'œuvre romanesque la fantaisie, l'envolée de l'imagination hors du réel, des contes merveilleux tombés du paradis. Comme il y a un monde à part dans l'espace social, il y a un monde à part dans les Rougon-Macquart. La faute de l'abbé Mouret, avec ses jardins immenses fleuris en toute saison, est une réécriture naturaliste et parfaitement hâtée de la Genèse. Quant au rêve, avec ses cathédrales aux fines aiguilles précieusement ouvragées, il semble échapper à l'histoire pour nous emporter hors du temps, en plein Moyen-Âge. C'est le retour du refoulé naturaliste. La froide objectivité scientifique, dont Zola a fait une méthode, n'a jamais annihilé le poète qu'il rêvait d'être dans sa jeunesse. Son tempérament lyrique l'a toujours poussé à un agrandissement de la vérité, et c'est en toute lucidité qu'il analyse le mécanisme de son œil. J'ai l'hypertrophie du détail vrai, le saut dans les étoiles, sur le tremplin de l'observation exacte. La vérité monte d'un coup d'aile jusqu'au symbole, écrit-il en 1885. C'est cet aspect symbolique qui sauve Zola aux yeux de bien des littéraires et qui fonde son utilisation scolaire. Prenons Germinal par exemple. De la mine au Minotaure, il n'y a qu'un pas pour Zola. D'emblée, la fosse, dressant sa cheminée comme une corne menaçante, semble avoir un air mauvais de bête goulue, accroupie là pour manger le monde. La mine est un enfer parcouru du long serpent des trains de berline, et le Tartaret, où s'agitent les formes spectrales des mineurs, ressuscite le Tartare antique. Les femmes qui vagabondent à travers les plaines et les terrils sont des furies, des érinies, des déesses de la vengeance. Et si Étienne prêche les évangiles du travail dans la forêt de Vandame, Souvarine est comme l'ange exterminateur de l'Apocalypse. L'agonie de la Lison, la locomotive de la bête humaine, est aussi poignante que celle d'une femme aimée, éventrée, montrant ses flancs ouverts et ses pistons battant comme deux cœurs jumeaux, exhalant son dernier souffle dans une plainte d'enfant qui pleure. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais ce n'est pas notre propos. Nous parlions tout à l'heure de paradoxe Zola. Curieusement, à une époque où l'on aime tant les contraintes formelles, on fait la fine bouche sur un auteur qui a inventé une formidable machine textuelle. Lorsqu'on pénètre dans la structure même de l'œuvre, on s'aperçoit que tout y est mathématique, écrit son ami Paul Alexis. Mais cette rigueur formelle n'enlève rien au talent de Zola, bien au contraire, et l'on devrait au moins lui savoir gré d'avoir réconcilié science et littérature. Freud, le père de la psychanalyse, reconnaissait en lui un parfait connaisseur de l'âme humaine. Il lui arrivait même de prescrire sa lecture à ses patients. On trouve déjà dans son œuvre la matière de la sociologie de Bourdieu, comme nous le verrons dans la séance suivante, son analyse des pratiques culturelles et des stratégies de la distinction, ou ses enquêtes sur la misère du monde. On y pressent l'invention de la sociolinguistique ou de l'ethnologie urbaine. On y découvre la prémonition de l'histoire totale de l'école des annales, avec son sens inédit d'une temporalité complexe, étageant, en strates successives, le temps court de l'événement, celui de la grève de Germinal par exemple, le temps moyen de la conjoncture, celui d'une crise industrielle, et le temps quasiment immobile des structures, celui des contraintes biologiques ou de l'histoire des mentalités. Qu'est-ce donc alors qui gêne chez Zola? La réponse à cette question tient peut-être à la finalité qu'il attribuait à son œuvre, car l'exigence de vérité chez Zola est indissociable d'une exigence pratique. La morale idéaliste est une morale inopérante,
Beaucoup de gens sont vertueux, comme ils sont catholiques, sans pratiquer, écrit Zola. Au nom de l'idéal, ils prétendent imposer silence à toute vérité trop rude qui les dérangerait. L'idéal devient une police, une défense de toucher à certains sujets, un lien qui doit garrotter le menu peuple pour qu'il se tienne sage, pendant que les malins sourient d'une façon sceptique et se permettent largement ce qu'ils défendent aux autres. La morale naturaliste n'est pas dans les mots mais dans les faits et langage. C'est peut-être cela que les délicats et les gens comme il faut ne peuvent supporter.